Voilà. Donc le riz a donné un pshat, mais son pshat, il reste un problème. Il dit, je comprends quand même pas. Comme selon Rav et Shmuel, il y a une difficulté. Pourquoi la Mishnah fait l'impasse sur le din de Tinok chez Nishba, laissant le doute et permettant l'erreur. Des gens pourraient se tromper, comme Rabbi Yochanan Resh Lakish, et penser que Tinok chez Nishba égale Omer Moutar, égale Anoussou, égale Patour, ce qui est faux. Donc pourquoi ça n'a pas été enseigné? Voilà la question qui a été soulevée par Tosfot. Alors il y a une réponse dans le Tosfot Arosh. Je vais vous le citer, le Tosfot Arosh, je l'ai noté, je l'ai aussi dans ma Gemara d'ailleurs. Vous n'avez pas, vous, le Tosfot Arosh. Je vais vous le citer. Où est-ce qu'il est? Voilà. Yeshloma, de Rav ou Shmuel Savré, de Milta de Pshitaru. Pour eux, c'est tellement évident de Tinok chez Nishba, Chayav Achat, que Rabbanan de Mounbaz. Alors là, il anticipe. On va voir tout à l'heure que, je pense qu'on y arrivera, que la marloquette entre Rav et Shmuel et Rabbi Yochanan et Resh Lakish, si le Omer Moutar Anous ou si Tinok chez Nishba il est Chayav ou pas, c'est une marloquette entre des Tanaïm, entre les Rabbanan et Mounbaz. Il y a un Tana qui s'appelle Mounbaz. Et il s'avère que Rabbi Yochanan et Resh Lakish, ils pensent comme Mounbaz. Et Rav et Shmuel, ils sont plus à l'aise parce qu'ils pensent comme les Rabbanan. Les Rabbanan, c'est le Rov, le collège rabbinique. Et curieusement, Rabbi Yochanan et Resh Lakish, eux, ils vont d'après un Tana. Mais donc, c'est Marloket Tanaïm. Alors, le Tosfot Arosh, il dit que pour Rav et Shmuel, la position des Rabbanan est tellement évidente que le Tana de la Mishnah, le Tana de la Mishnah, c'est les Rabbanan, donc Mounbaz, ils n'ont pas jugé nécessaire de dire la halakha n'est pas comme Mounbaz, parce que la position de Mounbaz leur paraît tellement loin, tellement peu logique, tellement inaccessible, que c'est même pas la peine d'en faire cas. Donc c'est pour ça que la Mishnah a pensé que ce n'est pas la peine. Donc Rav et Shmuel vont dire notre position à nous, c'est la position des Chachamim, et la position des Chachamim, elle est tellement puissante et celle de Mounbaz est tellement compliquée que le Tana de l'autre Mishnah a pensé que ce n'était pas la peine d'en faire état. Personne ne viendrait à se tromper, en quelque sorte. Le Pnei Yoshua, qui n'avait pas le Tosfot Arosh, a de lui-même proposé une réponse identique. Et il développe encore quelque chose à l'appui de ça. Il dit de Kiai Gavna Ashkechan Tuva Beshas. On trouve beaucoup d'occurrences dans la Gemara, de Kama Durte, de Ashkechan Plukta de Tanaï Bebraïta. On trouve de nombreuses occurrences dans la Gemara où il y a une marloquette Tanaïm dans une Braïta, va filu achi, et que malgré ça, lo chashtana de matnitin, le mitne echad pshitale kechad minayu. On voit souvent, quand il y a une marloquette Tanaïm, la Mishnah, elle va comme un Tana, et elle n'a pas pris le soin de dire, attention, la halakha, elle est comme nous et pas comme les autres, parce que c'est tellement évident. Donc ils ont pas tenu compte de notre point de vue. Donc c'est des choses qui arrivent. Donc là, cette réponse-là, elle est tout à fait admissible. Donc en conclusion, d'après Lori, on n'a pas parlé finalement de Tinok chez Nishba parce que Tinok chez Nishba, le din n'est pas shoot et c'est pas la peine d'en parler. Et donc c'est pour ça que la Mishnah, elle a préféré mettre le focus sur l'autre cas de Ikirul Basov Shachar, où là il y avait vraiment un doute. Est-ce qu'il est chayav plusieurs ou un? Elle a tenu à dire Eno Chayav et la Achat. Ça n'enlève pas l'idée qu'on aurait pu mettre les deux. Si, c'est pas la peine de mettre les deux, puisque c'est inutile. Allonger pour rien, c'est pas la peine. Je rappelle que notre Mishnah, à l'époque, n'avait pas le droit d'être mise par écrit. Il fallait qu'elle soit mémorisée. Donc chaque mot en plus, c'est un problème, c'est un souci en plus. Donc si on met une phrase inutile, c'est vraiment pas la méthode de Rabbi Yehuda Hanassi qui est le plus concis possible. Voilà. Donc maintenant, il faut qu'on revienne sur la question comment Rashi va répondre à la question de Tosfot. Donc encore une fois, Rashi avait dit pourquoi le Tana a choisi de parler de Ikir Ulvasov Shachar et pas de Tinok chez Nishba, parce qu'on aurait pu se tromper dans Ikir Ulvasov Shachar.
Et Tosfot demande, oui, mais maintenant que tu as mis Kirubasov Shachar, on peut se tromper dans Tinok Shenishba, donc qu'est-ce qu'on a gagné? Alors, je vais vous dire deux réponses qui sont proposées par le Ritva. Alors, si la question est qu'on aurait dû enseigner les deux, alors là, la réponse, ça peut être le Tana ne veut pas s'étendre. C'est un peu, ça revient à ce qu'on a dit. Le Tana ne peut pas s'étendre. Il ne faut pas tout dire, c'est trop long. Donc, il faut qu'il fasse un choix. Et à partir du moment où il faut qu'il fasse un choix, le choix, c'est plutôt de dire la crainte d'erreur de celui qui étudierait la Mishnah. Si on n'en parle pas, ça sera plus sur Ikir Basov Shachar que sur le cas de Tinok Shenishba. Ça se rapproche un peu de ce qu'on dit finalement dans Tosfot. Et maintenant, il va encore plus loin. Deuxième réponse, il va encore un peu plus loin. C'est que on n'a aucune raison de penser qu'un Tinok Shenishba ou un Ger Shenit Gayer serait pas tour complètement. Parce que c'est ça la question. La question, peut-être on va dire comme Rabbi Yochanan et Resh Lakish, qui disent qu'on n'est pas tour complètement. Il dit il n'y a aucune raison de penser une chose pareille. Parce que si c'est pour s'inspirer du lachon de la Mishnah, on risque pas de se tromper, parce que la Mishnah a dit Eno chayav ela achat. Donc on voit bien que la Mishnah, son seul souci, c'est de dire qu'on n'est pas tour et qu'on n'est pas chayav. Donc elle pense bien que il n'y a aucun stade de penser qu'on serait pas tour et pas chayav, parce qu'elle est obligée d'intervenir en disant dans ce cas-là on n'est pas tour et pas chayav. Donc ça veut dire que le lecteur il part d'un présupposé qu'on a tendance à être mahmir ici. Alors si on a tendance à être mahmir, il n'y a personne qui va penser que Tinok Shenishba il va être pas tour. Ouais, Tinok Shenishba il est vraiment aucune responsabilité, alors que celui qui connaissait, qui a oublié... Si, on considère qu'il a oui une responsabilité, parce qu'il aurait dû se renseigner, il pouvait aller sur Google, il aurait pu... Non, mais Tinok Shenishba, il ne savait pas qu'il était juif. Si, c'est probablement, il sait qu'il est juif, il sait très bien qu'il est juif, mais on ne lui a rien enseigné du judaïsme. Et bien alors, un peu de curiosité intellectuelle, pour ça, que dit le judaïsme? Donc il y a toujours une part de responsabilité. C'est ça la marloquette entre Rav et Shmuel et Rabbi Yochanan en vérité. Parce que on verra plus tard que c'est une marloquette dans la Tosfot, c'est une marloquette dans la Gemara. Est-ce que c'est plus Karov le Poshéa? C'est quelqu'un qui dit Omer Moutar. Est-ce que c'est plus Karov le Poshéa ou plutôt Karov le Ones? On peut voir ça de deux façons. Parce que c'est vrai qu'à l'origine c'est un Ones énorme. Mais après, il était Tinok, de toute façon il était Tinok. Mais après, il grandit. Quand il grandit, il y a des non-juifs qui demandent à devenir juifs. Et ils ont pris connaissance du judaïsme, ils savent qu'il y a des juifs. On ne peut jamais ignorer l'existence du peuple juif, où qu'on soit dans le monde, parce qu'on n'arrête pas d'en parler partout. Et donc, du coup, même si ce n'est pas pour le bien, et donc, du coup, ça peut soulever la curiosité. Donc, il y a toujours une possibilité. Donc c'est ça qu'il dit. Si c'est du point de vue du Lachon de la Mishnah, on voit bien que l'intention de la Mishnah est plutôt dans le sens contraire. Et si c'est simplement Misvara, voilà, c'est ce que vous disiez, mais d'après le raisonnement, la Svara est que l'éka de Avid, Melachot, de Shabbat, de Shogeg, Veyetse Zakai ou Patour. On ne peut pas imaginer que quelqu'un profane le Shabbat après Shabbat, avec plein de Melachot, et qui va s'en sortir avec sans rien. Possible. À minima, un corban. C'est pas dramatique, hein, on a une brebis, on amène une brebis en sacrifice, c'est tout. Mais marquer le coup malgré tout. On n'est pas en train de dire qu'il y a une grosse sanction, mais un peu quelque chose en capara. Donc c'est ça, l'alpisvara, c'est ça qu'il dit. Voilà. En fait, c'est la question, c'est jusqu'où va le Hanous, quoi. C'est ça.
Voilà, donc il y a deux idées, c'est que le Tana ne peut pas s'allonger, donc il faut qu'il fasse des choix, et que si on fait un choix, il y en a un qui est plus, il y a un qui s'impose par rapport à l'autre, parce que le Ridouche est beaucoup plus grand dans ce sens-là que dans l'autre. Est-ce qu'on peut considérer que le Tinok chez Ishba, et qui, le cas où il ne savait même pas qu'il était juif éduqué dans une famille goy qui a été à la Oui, c'est ça. Donc lui, c'est un cas à part, où il fait partie de ce cas. Non, Tinok Shini. Alors, Il y a un qui savait qu'il était juif et qui n'a pas été sur Google. Et un qui savait alors c'est très bien. Ça rejoint un petit peu le point que je voulais soulever. Si on revient sur maintenant, là on était sur Rabbi Shmuel, on va s'intéresser à Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Donc qu'est-ce qu'ils ont dit Rabbi Yochanan et Resh Lakish? Ils ont dit Tinok Shenishba et Patour. Rashi a expliqué pourquoi il dit qu'il est Patour, parce que Omer Moutar a Nusu. Donc il a l'air d'élargir le spectre dans lequel on parle du tour. C'est pas juste Tinok Shenishba, mais ça serait Omer Moutar. Donc toute personne qui croit naïvement et innocemment que c'est permis. Alors là, sur ce principe de Omer Moutar à Nusu, on peut se poser un certain nombre de questions. Si on dit que Omer Moutar, il est Anus, Ikir ou Vasov Shachar, il est aussi Omer Moutar. Il connaissait le Shabbat et il a fini par l'oublier. Quand il l'a oublié, il a vraiment oublié. Et il pense sincèrement et innocemment que c'est Moutar. Alors si je dis Omer Moutar à Nusu, comment se fait-il que Ikir ou Vasov Shachar, Rabbi Yochanan et Resh Lakish reconnaissent que Ikir ou Vasov Shachar, il est Chayav. Ils disent notre Mishnah, elle parle de Ikir ou Vasov Shachar. Mais si la raison de Tinok Shenishba, c'est parce que Omer Moutar Anus, mais lui aussi il est Omer Moutar, lui aussi devrait être Anus. Donc première question. Deuxième question, la Mishnah a parlé de Shigat Melachot. On a dit que quand quelqu'un sait que c'est Shabbat, mais il ne sait pas que tel et tel Melachot, il ne connaît pas Borer, il ne connaît pas Zoréa, etc., il est Chayav autant de Chataot que de Melachot. Mais ça veut dire quoi? Comment il a pu faire ce melachot? Parce qu'il est shogeg. Mais c'est quoi sa shgaga? Il sait que c'est Shabbat. Alors c'est quoi sa shgaga? Il ne savait pas que c'est interdit. Alors il est Omer Moutar. Alors si tu veux dire Omer Moutar à Nusu, comment tu rends compte du din de Shigat Melachot? Donc c'est tout la problématique, tout le principe de Omer Moutar qu'il faut comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire Omer Moutar? Comment Rabbi Yochanan et Resh Lakish peuvent dire Omer Moutar à Nusu? Comment ils vont rendre compte du din de Ikir Vasov Shachar? Comment ils vont rendre compte du din de Shigat Melachot? Alors par rapport, donc on est bien obligé de dire, à cause de ces deux questions, ça permet de restreindre ce qu'on appelle Omer Moutar, n'est pas à prendre au sens propre. C'est pas chaque personne qui dit je crois que c'est permis qui va rentrer dans le cadre de Omer Moutar Anusou. Pour dire qu'il est Anus, il faut que ce soit quelqu'un chez Loyadam et Olam Issour, qui n'a jamais entendu parler du Issour de sa vie, à l'opposé de Ikir ou Vasov Shachar, que comme dans Ikir ou Vasov Shachar, il savait déjà. Là, on peut considérer que sa responsabilité est déjà engagée, parce que s'il savait, il a oublié. Donc, l'oubli, c'est une forme de négligence. Et donc, on peut considérer, on ne peut plus dire quand quelqu'un a oublié que c'est un cas de force majeure, sauf si c'est Alzheimer, mais on ne parle pas de ça. Non, donc, même sans rentrer dans Alzheimer, mais je ne sais pas, il a eu une maladie qui a fait... Oui, une amnésie, c'est pareil. Une maladie, c'est une amnésie. Donc, si il a été frappé d'amnésie, ça, c'est honnête. Mais il n'a pas oublié que ça, il a tout oublié, il ne sait même pas comment il s'appelle, il ne reconnaît même pas son père et sa mère. Ça c'est à nous, on ne parle pas de ça. On parle de quelqu'un qui, la vie étant faite, tout d'un coup, c'est complètement sorti de ses horizons. Et, bon, il a dû commencer par ne pas pratiquer correctement, et puis après il a tout oublié, il a même oublié il a complètement oublié. C'est de ça qu'on parle. Ça s'appelle pas Omer. C'est pas honnête. C'est pas honnête. C'est Omer Moutar, mais c'est pas honnête. Donc, premier critère de honnête, pour dire que le Omer Moutar Anusou, donc c'est pas prendre mot à mot, le Omer Moutar Anusou, il faut qu'il ait jamais entendu parler de la chose. Pas qu'il ait entendu, qu'il connaisse et qu'il ait oublié. Ça, c'est un. Et maintenant, par rapport à l'autre, au niveau de Shigat Melachot,
Et d'ailleurs, ce que j'ai dit, c'est traité par le She'elot ou Tshuvot du Chut HaMeshulash de Rabbi Chaim de Valojin, Siman Yud Gimel, qui dit, dans le cas de Ikir Ulvasov Shachar, Hayalo la Soum al Libo. Il aurait dû réfléchir, il aurait dû rester concentré là-dessus. L'oubli, c'est pas une excuse. J'ai trouvé ça dans l'encyclopédie talmudique sur Omer Moutar. Maintenant, par rapport à la deuxième question de Eshigat Melachot, dans ce cas-là, pourquoi on ne dit pas que c'est Onès non plus? Pourquoi c'est Shogeg et pas Onès? Alors là, je l'ai trouvé dans le Maguiné Shlomo. Le Maguiné Shlomo qui posait la question sur Rashi. Alors comment Rashi peut dire que c'est Omer Moutar, Anoussou, alors dans ce cas-là, les Shigat Melachot aussi? Alors il dit que pour Rashi, dans la définition de Omer Moutar, il faut qu'il dise Omer Moutar les Gamré. C'est-à-dire que c'est le principe même du Shabbat sur lequel il dit Moutar. C'est-à-dire il ne faut pas qu'il sache qu'il y a un Shabbat dans la Torah et qu'il y a quelques melachot qui sont assurot et d'autres qui sont permises. Parce que s'il sait ça, alors là de nouveau sa responsabilité est engagée, il aurait pu se renseigner pour savoir si parmi les melachot il n'y en a pas d'autres qui l'ignorent. S'il ignore tout du concept de l'interdiction de travailler le Shabbat, il a moins de raisons de s'intéresser à Issur Melacha. Il ne peut pas deviner qu'il y a Issur Melacha. Peut-être de savoir que le Shabbat, on allume des bougies, on fait Kiddush. Ça il sait, et ça s'arrête là. Il ne peut pas deviner qu'il y a des Melachot. Bon, on peut lui reprocher, comme on a dit, qu'il étudie quand même, qu'il étudie et qu'il voit ce qu'il y a dans les textes. Mais il ignore tout du Shabbat, c'est un minimum. S'il connaît le principe du Issur Melacha, et qu'il y a certaines melachot qu'il connaît et d'autres pas, là c'est fini, c'est plus un Onès. Donc en résumé, pour répondre à votre question, le Omer Moutar Anous ou selon Rashi, ça implique deux choses. Ça implique qu'il n'ait jamais entendu parler du Shabbat, pas qu'il ait entendu parler et qu'il ait oublié, et ça implique qu'il n'a jamais entendu parler de l'Issur Melacha le Shabbat. Mais s'il connaît le Shabbat, mais pas entièrement, là c'est déjà plus Omer Moutar. Donc c'est pour ça qu'on a parlé du Tinok chez Nishba. Le Tinok chez Nishba, il répond à tous ces critères. Il n'avait jamais entendu parler du Shabbat et il ignore tout du Shabbat. Maintenant, alors c'est pour ça que Rabbi Yochanan et Resh Lakish disent, dans ce cas-là, il est Anous. Et Rav et Shmuel disent, non, il n'est pas Anous. Pourquoi il n'est pas Anous? Comme on l'a dit, parce que, sachant qu'il est juif, et ben, il avait une responsabilité. Il y a quand même, nul n'est censé ignorer la loi. Mais là, le sauvetage, il était allé plus loin encore. Il a dit, il ne savait même pas qu'il était juif. Non, ça je dis, ça je ne suis pas sûr. Si c'est pas qu'il est juif, c'est peut-être un vrai Onès. C'est pas ça, Tinok chez Nishba. On l'a pas dit que le Tinok chez Nishba, il ne sait pas qu'il est juif. Il y a toutes les chances qu'il sache qu'il n'est pas où son papa et maman. Il a compris qu'il n'est pas, il a quitté ses parents, etc. Donc on l'a dit, il a dû comprendre que. Ah, mais c'est le cas des enfants qui ont été cachés pendant la guerre. Exactement, il y a eu des cas qui ont ignoré qu'ils étaient juifs, mais la plupart savaient qu'ils étaient juifs. Ouais, ça dépend à quel âge il avait. Oui. Mais même, non, je ne suis même pas sûr. Même peut-être. Je ne sais pas s'ils ont 2 ans, je ne sais pas s'ils étaient vraiment conscients que. Non, mais ils l'ont appris après. Quand ils commencent à poser des questions, où est papa, où est maman? Ton papa et ta maman, c'était des juifs, ils ont été déportés. Il y a beaucoup à mon avis, il y a beaucoup de cas comme ça. Ils sont morts. Ouais. On ne l'a pas dit, ils sont juifs, ils sont morts. Bon, ok, on passe à la suite. On apprend vite. Je pense que le mythe David Eliglouye, ça fait toujours par se savoir. Et déjà son nom, et comment il s'appelle, il a un nom aussi. Alors, Cohen, il s'appelle Cohen. C'est quoi Cohen? Donc il y a beaucoup de. Donc on peut imaginer. J'ai pas vu cette question-là, mais on peut imaginer que Tinok chez Lishba, il faut pour que ce soit pas honnête, il faut quand même qu'il sache quand même qu'il est juif, effectivement. Sinon, ça c'est un vrai honnête. Alors, on va étudier maintenant sur ce sujet-là, justement, le Tosfot, Aval Tinok chez Nishba Patour.
Donc nous avons vu la Shita de Rashi pour l'explication de Rabbi Yochanan et Resh Lakish, et on va voir maintenant ce que Tosfot en pense. Donc c'est Rabbi Yochanan et Resh Lakish qui disaient, notre Mishnah elle parle de Iki Ulvasov Shachar, et là il est chayav effectivement d'un korban et pas plus, mais si c'était un Tinok chez Nishba, un enfant qui a été capturé quand il était bébé, là il n'est pas tout. Perash Bekuntras, Rashi a expliqué de cas savré que, sous-entendu, Rabbi Yochanan et Resh Lakish pense Omer Mutar Anus'u, que celui qui dit sincèrement et naïvement et innocemment qu'il croit que c'est permis, il est assimilé à un cas de force majeure qui est dispensé même de sacrifice. Ve'en niré, mais il ne semble pas que ce soit juste. Pourquoi? De Tamayu que Mounbaz. Alors là, il faut anticiper sur la Gemara qu'on n'a pas encore fait, mais on va voir plus loin. Je vous l'ai dit déjà tout à l'heure, qu'on va attaquer Rabbi Yochanan et Resh Lakish, et quand on va les attaquer avec une braïta, où on va voir une marloquet tanaïm, et on va voir qu'il y a les Rabbanan qui pensent le contraire de Rabbi Yochanan et Resh Lakish, et ils vont dire, mais nous on pense comme Mounbaz. Donc ça va être écrit en toutes lettres dans la Gemara, que la raison de Rabbi Yochanan et Resh Lakish, c'est qu'ils pensent comme Mounbaz. Or, que pense Mounbaz? Que pense Mounbaz? Donc, que de Amar Besamour. Donc, on va dire très prochainement qu'il pense comme Mounbaz. Or, le Tama de Mounbaz, la raison de Mounbaz, c'est-à-dire la raison sur laquelle Mounbaz se fonde pour dire qu'un Tinok chez Nishba, il est pas tout, me faresh le Kaman de Yalif Mikra. On va voir plus loin dans la Gemara, c'est qu'une dracha. C'est une dracha. En fait, sa dracha, ça va être qu'il y a une sorte de Hekesh qui a été fait entre Mézid et Shogeg. Bizarrement. Mézid, c'est délibéré, Shogeg, c'est involontaire. Alors lui, il fait la dracha suivante, puisque la Torah les a juxtaposés, de la même façon que le Mézid, par définition, c'est celui qui détient l'information, il a la connaissance totale, le Shogeg doit aussi avoir un minimum d'information. Et donc, comme le Tinok chez Nishba, il n'a aucune connaissance, aucune information, il n'est pas tout. Donc, c'est une dracha. Ça n'a rien à voir avec le raisonnement de Omer Mutar Anus'u. Donc, comment Rashi peut dire que la raison de Rabbi Yochanan et Resh Lakish, c'est à cause d'une svara qu'Omer Mutar Anus'u, alors que la Gemara va dire que la raison de Resh Lakish, Rabbi Yochanan et Resh Lakish, c'est qu'il pense comme Mounbaz, et Mounbaz, il va faire une dracha. Donc, ça ne va pas du tout. Donc, il va falloir qu'on prenne la défense de Rashi tout à l'heure. La question est solide, là. Alors, donc, qu'est-ce que Tosfot propose? Alors, donc, Tosfot dit, non, c'est pas ça. Donc, sous-entendu, Tosfot dit, la raison de Rabbi Yochanan et Resh Lakish, ça sera la raison de Mounbaz, point. Donc, ici s'arrête en quelque sorte l'objection sur Rashi. Et maintenant, le problème de Tosfot, c'est qu'il y a une Gemara qui semble dire le contraire de ce qu'il dit. Alors, c'est pour ça que maintenant, c'est une deuxième partie dans Tosfot, il dit V'had Amar beperek sheni de Makot. Oui, mais il y a d'un côté, il y a une Gemara dans Makot. Dans le deuxième chapitre de Makot, on va voir que la Gemara va dire quelque chose qui va aller dans le sens de Rashi. Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Gabé Galout, à propos de Galout. Alors, c'est la Mishnah de Makot, elle commence par nous donner le din de Rotseach Beshgaga, celui qui tue de manière involontaire. Quel est son statut? Il n'apporte pas un korban. Lui, il n'a pas un korban. Lui, il doit s'exiler dans une ville de refuge. Mais c'est aussi un din de shogeg. C'est-à-dire, dans le cas de Rotseach, alors que d'habitude, le din de shogeg amène un korban, là, dans le cas de Rotseach, le din de shogeg amène la ville de refuge. Mais c'est pareil, pour y avoir droit à aller dans une ville de refuge, il faut qu'il soit shogeg. S'il est mézid, il n'est pas question qu'il se réfugie dans une ville de refuge. Et donc, à propos de Galout, il y a écrit dans un texte anaïtique cité par la Gemara, Bishgaga, la Torah a dit Rotseach Bishgaga, celui qui tue involontairement, Prat le mézid, ça vient exclure celui qui est mézid. Et la Gemara, elle s'étonne, et elle dit, mais quoi le mézid? Mais j'ai pas besoin qu'il y ait écrit Bishgaga pour me dire que le mézid, il va pas, le mézid, il est chayav mita. Donc j'ai pas besoin de faire une dracha sur le mot shgaga
pour dire que quelqu'un qui a tué volontairement ne va pas dans une ville de refuge. On le sait bien par ailleurs, sans faire une dracha. Et ça, c'est la question de la Gemara. Ou me faresh, voilà, vous avez abayé entre parenthèses, et entre crochets, tsarich lomar rava. Donc c'est quoi la règle? Les parenthèses viennent nous dire qu'il y avait une ancienne version qui est fausse, donc on la met entre parenthèses pour la supprimer, et les crochets viennent dire la bonne lecture qu'il faut restituer, qu'il faut garder. Alors pourquoi ça a été fait comme ça? Parce que les correcteurs sont d'une rigueur scientifique et ils veulent pas supprimer, parce qu'ils veulent pas supprimer des informations qui pourraient servir à d'autres érudits qui diraient ah mais non, moi je suis pas d'accord, si c'était ça l'ancienne version, j'ai trouvé un argument pour valider l'ancienne version. Donc quand on fait une correction, on signale que c'est une correction pour laisser la possibilité à d'autres auteurs de dire leur correction est fausse et c'est finalement le texte initial qui était vrai. Mais nous, pour l'instant, on ne va pas faire des recherches, on n'est pas dans ma cote, donc on va faire confiance au correcteur, et donc on va lire ce qui est entre crochets, et on va ne pas lire ce qui est entre parenthèses. Alors, donc, Mefaresh Rava. Rava, là-bas, répond à la question, qu'est-ce que ça veut dire Prat le Mézid? Prat le Omer Moutar. Que, en fait, quand la Gemara, elle parle de Mézid, elle désigne le Omer Moutar. Donc quelqu'un qui croit qu'on a le droit de tuer. Bizarre, hein? Quelqu'un qui pense qu'on a le droit de tuer. Ou Parichle Abaye, et Abaye l'attaque en lui disant Omer Moutar Anoussou. Mais non, comment tu peux dire une chose pareille? Omer Moutar, c'est Anous. Et la réponse de Rava là-bas, c'est Sheani Omer Moutar Karov le Mézid. Karov le Pshia, pardon. Sheani Omer Moutar Karov le Pshia. Donc c'est là qu'on voit que la marloquette entre Abaye et Rava pense que c'est Karov le Pshia, nul n'est censé ignorer la loi. Donc c'est le droit français dit la même chose. Je ne savais pas, je ne savais pas que c'est interdit. Nul n'est censé ignorer la loi. Donc celui Omer Moutar, il est Karov le Pshia. Abaye, mais par contre Abaye lui dit Anous. Donc c'est quoi la question de Tosfot? La question de Tosfot, c'est qu'on voit bien qu'il y a quelqu'un qui pense Omer Moutar Anoussou à Pisfara. Donc ça va dans le sens de Rashi, et non pas dans le sens de Tosfot qui disait que celui qui rend pas tour au Tinok chez l'Ishba, c'est qu'il y a un pasouk. D'après Abaye, on dirait bien que c'est une svara que Omer Moutar il est Anous. C'est ça la question que Tosfot se pose à lui-même. Réponse de Tosfot, Lav Dafka Ka'amar Anous. C'est pas à prendre stricto sensu. Il ne faut pas prendre ici le mot Anous au sens halachique du terme, ce qui voudrait dire qu'il veut dire que quiconque est Omer Moutar, il est dispensé de toute sanction, peine, sacrifice, etc. C'est pas possible. Pourquoi? De Bechol Makom Chayvinle. Parce que dans tous les cas où il y a quelqu'un qui est Omer Moutar, on voit que finalement, on le rend chayav. Donc ça n'existe pas cette svara d'Omer Moutar Anoussou. Et là, le Gabé Galout. C'est seulement ici, à propos du Galout, de cas d'Afka, Memaet Rava, Omer Moutar, Mishum de Tuva Bishgaga Ktivatam. D'ailleurs, Tosfot dit, on voit bien que Rava a effectivement dit que c'est Omer Moutar qu'on exclut et qu'on dispense de ville de refuge, mais c'est parce que le mot Shgaga revient à plusieurs reprises dans le contexte. Mais s'il n'y avait pas eu cette dracha, donc c'est pas une svara, mais c'est une dracha, c'est bien sur la base d'une dracha, et la dracha, c'est pas parce qu'il y a écrit une seule fois Shogeg, parce qu'il y a écrit plusieurs fois Shogeg dans le texte, donc de là, ça vient exclure Omer Moutar, et lui, il dit, Omer Moutar, c'est pas Shogeg. Et là, Abaye lui dit, mais le Tana n'aurait pas dû l'appeler Mézid, il aurait dû l'appeler Anous. Mais c'est pas Anous au sens que c'est Anous al-Pisvara, non, c'est Anous sur la base de la dracha. La preuve en est, dit Tosfot, Dehab Pirkin, parce que dans notre Pérec à nous, vous avez le Baït Radash qui vous donne la référence, ça sera plus loin, Besof Daf Aïn Bet Amoud Bet. On va voir que Mechayve Omer Moutar Bavodazara. On aura la preuve que on va parler de quelqu'un qui croit que la Vodazara est autorisée dans le judaïsme. Il n'est pas, encore une fois, un guerre chez l'Idiaïr Belanochim.
ou un Tinok chez Nishba, et il ne sait pas que dans le judaïsme il y a Issour Avodazara, eh ben, on voit qu'il est Chayav. Ou Bechelev, et de la même façon dans le cas du Chelev. On voit aussi que si quelqu'un croit que la graisse interdite n'est pas interdite par la Torah, eh ben, il est Chayav quand même d'un Korban. Afalgav, Dirtiv Ba'en Bishgaga. Alors même qu'il y a écrit Shgaga. Donc on voit que même lorsqu'il y a écrit Shgaga, il y a la svara de Omer Moutar ne justifie pas qu'on soit Anous. Abaye, alors comment on comprend? Alors c'est quoi la question d'Abaye? Quand il attaque Rava en disant mais Omer Moutar c'est Anous, Abaye parichle Omer Moutar Anous ou quand Abaye l'attaque en disant mais quelqu'un qui dit Moutar c'est plutôt un cas de force majeure, il veut dire velo avelé le mitne babraïta bishgaga prat le mezid. Il dit je suis d'accord qu'il faut faire une dracha, je suis d'accord avec toi que Omer Moutar il a besoin d'être exclu par une dracha. Mais comment tu peux dire que l'intention du Tana, c'est d'exclure le Omer Moutar en l'appelant Mézid? Pour Abaye, le Omer Moutar se rapproche plus du Onès, il n'est pas Onès, mais il se rapproche plus du Onès que du Mézid. Donc il dit, tu ne peux pas interpréter la Braïta qui dit Mézid, prête le Mézid, en disant il s'agit du Omer Moutar. Il dit Omer Moutar, c'est Anous. Alors donc Tosfot nous dit, il ne faut pas comprendre Anous au sens strict, mais ça veut dire Karov le Onès. Donc c'est ça qu'il dit, lo avelé le mitne babraïta. Si la braïta parlait de Omer Moutar, elle n'aurait pas dû dire les mots par le fait qu'il a écrit le mot Shgaga, on vient exclure le Mézid, et la prat, les Anous, elle aurait dû dire plutôt, ça vient exclure le cas de Onès, de Yoter Dami, Vekarov le Anous, mi le Mézid. Parce que c'est plus proche, ça ressemble plus, le Terdami, ça ressemble plus, le Karov, c'est plus proche, le Anous de quelqu'un qui est en cas de force majeure, mais le Mézid que le cas du Mézid. Et Rava va répondre, ben non, moi je pense que c'est plus Mézid, donc je suis d'accord avec toi, c'est ni Mézid ni Anous, et c'est plus Mézid que Anous. Toujours est-il que d'après Tosfot, quand on dit le mot Anous, Omer Mouta Anoussou, c'est pas à prendre au sens strict que Anous c'est pas tour misvara. Il n'y a pas de Onès, c'est pas Onès, c'est Karov le Onès ou Karov le Mézid, mais c'est pas Onès. Et si on le rend pas tour quelque part, c'est parce qu'il y a des drachotes en plus. Alors que d'après Rashi, Omer Moutar, c'est une svara qu'il est Anous. Et pour Rashi, la Gemara de Abaye, elle se comprend beaucoup mieux. Quand Abaye attaque Rava, il lui dit mais on n'a pas besoin de Passouk pour dire que Omer Moutar est pas tour, il va pas en galoute, c'est normal puisque Omer Moutar il est Anous il va pas en galoute. Et Rava lui répond mais je suis pas d'accord avec toi, Omer Moutar c'est pas Anous, c'est Mézid. Mais celui qui pense à Anous, c'est Anous Mamash. Donc pour Rashi, la Gemara là-bas est beaucoup plus propre, beaucoup plus facile. Donc c'est pour ça que toute la deuxième partie du Tosfot, c'était pour s'en sortir avec cette Gemara de Makot. Et il explique qu'Omer Moutar Anous, ça ne veut pas dire Anous, c'est Karov le Onès. Mais pour Rashi, le problème était résolu. Mais la difficulté, c'est par contre la première question. La question que Tosfot, on va en revenir maintenant sur la question initiale de Tosfot sur Rashi. Comment Rashi peut dire que Rabbi Yochanan et Resh Lakish, ils vont s'appuyer sur la svara que Omer Moutar Anoussou, alors que quand on va les attaquer, ils vont dire qu'ils s'appuient sur Mounbaz. Et quand on va demander dans la Gemara le tam de Mounbaz, on ne va pas dire que c'est une svara et qu'il a une svara. On va rapporter une braïta où Mounbaz va lui-même s'expliquer. Il va faire une dracha de Makish, le Mézid, comme je vous l'ai dit. Donc comment Rashi peut-il dire que c'est une svara alors que l'appui de Rabbi Yochanan Resh Lakish, c'est Mounbaz, et Mounbaz, c'est une dracha. Alors là encore, on va regarder qui Magin Shlomo. Magin Shlomo nous explique très bien. Il dit que quand on va voir tout à l'heure dans la Gemara que Rabbi Yochanan et Resh Lakish vont dire comme Mounbaz, ils vont s'appuyer sur Mounbaz, velav mitame. C'est-à-dire, ce qui est à Chidouche. Alors, là, j'ouvre une petite fenêtre. Le principe toujours, c'est que quand on attaque un Amora avec un Tana, s'il ne trouve pas un Tana auquel s'accrocher, c'est Tufta, il est réfuté. Un Amora ne peut pas s'opposer à un Tana.
Donc, c'est ça le principe du métivé. Métivé, c'est on apporte une braïta où il y a un Tana qui dit le contraire. Comment le Hamora peut s'en sortir? Eh bien, en disant, oui, c'est vrai, il y a un Tana qui ne pense pas comme moi, mais j'ai trouvé un autre Tana qui pense comme moi. Du moment où j'ai un Tana auquel je m'accroche, il n'y a plus de problème. Maintenant, je vous pose la question. Si j'ai trouvé un Tana auquel je peux m'accrocher, mais qui dit le même dîne que moi, mais avec un raisonnement différent, sur la base d'une autre source. Par exemple, moi j'ai un raisonnement et lui il a une dracha. Est-ce que ça marche ou ça ne marche pas? Ça c'est pas répertorié. Eh bien, c'est ça la marloquette entre Rashi et Tosfot. Rashi pense que du moment qu'ils ont un Tana, sur le dîn, ça suffit. Ils ont le droit d'être en désaccord sur la raison du moment qu'on arrive au même résultat. Tosfot dit non, ça ne va pas. Ou bien tu es un Tana qui pense comme toi, complètement sur toute la ligne, ou alors tu es éliminé. Et donc ça peut pas être. Sinon, tu n'as pas le droit de t'appuyer dessus si tu n'es pas d'accord avec son raisonnement. Tu n'as pas le droit de t'appuyer dessus si tu n'es pas d'accord avec son raisonnement ou avec sa source. Donc on ne peut pas dire comme Rashi, parce que si c'était comme Rashi, il y aurait une shufta. Donc voilà la réponse très, très, très enrichissante et qui est très large, qui peut être utilisable dans d'autres occurrences aussi. Donc on découvre que selon Rashi, on peut s'appuyer, du moment qu'on a un Tana auquel s'accrocher, il n'y a pas de problème. Je pourrais même encore enrichir un petit peu en disant que cette svara-là va très bien d'après un pshat de Reb Chaim de Brisk. J'ai déjà dû le citer dans un de mes cours, mais bon, ça fait longtemps que j'en ai pas parlé. Il y a une question qui a été posée à Rabbi Chaim Soloveitchik, Reb Chaim Brisker. On lui a dit, il y a un problème, parce que quand il y a une tioufta contre Rabbi Yochanan, comme ici par exemple, si Rabbi Yochanan n'a pas de Tana auquel se raccrocher, alors il est échec et mat. Par contre, quand on fait la même chose avec Rav, quand on envoie une braïta contre Rav est aussi un Amora, de la même génération que Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan est en Eretz Israël et Rav était au départ en Eretz Israël et puis il a monté sa yeshiva en Babylonie. On a dit que Rav était assimilé à un Tana. Justement, alors quand on attaque Rav et que Rav ne trouve pas de Tana, la Gemara elle dit Rav Tana ou Palig. Rav il est Tana, donc lui il peut être considéré comme un Tana et sans avoir un Amora. Donc Rabbi Yochanan ne peut pas, Rav peut. Donc qu'est-ce qui est plus fort? Rav. Or nous avons une règle, Rav et Rabbi Yochanan, quand il y a une marloquette entre Rav et Rabbi Yochanan, la halakha elle est comme Rabbi Yochanan. Comment c'est possible? Israël et Babylonie. Pardon? Israël et la Babylonie. Oui, mais c'est pas une raison. C'est-à-dire que c'est pas une raison. L'un est Tana et l'autre il n'est pas. Donc la halakha doit être comme le Tana. Oui, mais il n'est pas vrai Tana. Mais quand même, il est plus fort. Il est presque Tana, mais il n'est pas vraiment Tana. D'accord, mais donc il est plus fort. Comment se fait-il que la halakha soit comme Rabbi Yochanan? Voilà la question qu'on a posée à Rabbi Chaim Brisker qui a expliqué les choses comme ça. En fait, il n'y a aucune loi qui interdise à un Amora d'être en désaccord avec un Tana. Mais d'où ça vient ce principe qui est pourtant la base de toute page de Gemara? Dans toute page de Gemara, c'est le principe du métivé. Quand on attaque un Amora avec une braïta, s'il ne trouve pas Tana, il est échec et mat. C'est quoi ce principe? C'est qu'un Amora ne se sent pas l'autorité d'être en désaccord avec un Tana. C'est une sorte de discipline personnelle. Rabbi Yochanan, lui, il dit si un Tana il pense le contraire de moi, moi je m'écarte, je m'efface, je ne peux pas aller contre un Tana, c'est pas possible. Donc quand on dit Rav Tana ou Pali, Rav, lui, il n'a pas ce sentiment-là. Il a le sentiment d'être égal à égal. Donc c'est une question de sentiment personnel. Donc Rav lui dit Rav Tana ou Pali. Lui, parce que c'était la période charnière entre les Tanaïm et les Amoraïm, lui il dit non, moi ça ne me dérange pas du tout d'être en désaccord avec eux. Et je peux être en désaccord avec eux, il n'y a aucune loi qui m'interdit. Moi je sens que... Et donc Rabbi Yochanan lui dit moi je m'efface. Rav il dit je ne m'efface pas. Mais quand il y a Rav et Rabbi Yochanan qui discutent, Rabbi Yochanan lui il n'a pas peur de discuter avec Rav parce qu'il le considère comme un Amora. Ils se sont d'égal à égal.
Et donc, à partir du moment où il a décidé comme ça, donc on a une marloquette, Rabbi Yochanan. Et on a tranché entre Rabbi Yochanan que la lacha est comme Rabbi Yochanan. Parce que Rabbi Yochanan, il a un Tana pour lui. Des fois pas nécessairement, des fois c'est un nouveau débat sur lequel les Tanaïm n'ont jamais discuté. Mais là, on a estimé pour différentes raisons que la lacha, peut-être Eretz Israël Babel, peut-être, que la lacha est comme Rabbi Yochanan. Mais il n'y a plus la question qui était, mais pourtant il est plus fort que lui. Non, il n'est pas plus fort que lui. Il n'y a pas de plus fort, c'est une question de sensation personnelle. Chacun a le droit de discuter avec qui il veut. Et une fois que la discussion est là, on peut trancher comme qui on veut. Mais simplement, Rabbi Yochanan s'interdit à lui-même de discuter avec un Tana, il ne s'interdit pas de discuter avec Rav. Et à partir du moment où il se discute avec Rav, la lacha peut être comme Rav. De la même façon que c'est un Amora discuter avec un Tana, si lui il a le courage d'éviter le Skel, la lacha peut être comme lui contre le Tana. Il n'y a pas de règle que la lacha doit être comme le Tana contre l'Amora. Voilà ce que disait Reb Chaim Brisker. Donc c'est intéressant sur toute la... Et ça éclaire bien, pourquoi j'en parle ici? Parce que ça éclaire bien la sphara du Maguiné Shlomo dans Rashi. Puisque c'est une question d'avis personnel, j'ai le droit, moi, d'être Rolek sur le Tana. Sur tous les Tanaïm que je veux, j'ai le droit. Mais je m'en sens pas l'autorité, c'est une question de sentiment personnel. Si je trouve un Tana qui dit le même digne que moi, mais simplement il y arrive par des chemins différents, j'ai le droit de me dire, dans ce cas-là, ça ne me dérange pas de donner mon avis. Parce que finalement, sur le plan halachique, ça va, je ne suis pas tout seul. Mais donc, puisque j'ai le droit, j'aurais même le droit d'être Rolek sur n'importe quel Tana. Je m'interdis de le faire. Quand je trouve un Tana qui arrive au même résultat que moi par un chemin différent, moi je maintiens ma position. Donc ça marche très bien. C'est le sentiment d'être maître ou élève par rapport à une personne. Oui, on peut considérer comme ça. Oui, on pourrait dire ça, un peu comme ça, oui. Voilà. Donc, nous avons traité cette question, nous allons pouvoir avancer dans la Gemara maintenant. Donc nous sommes arrivés dans la Gemara métivée, justement. Donc maintenant on a bien expliqué ce que ça veut dire métivé, je n'ai pas besoin d'expliciter. Objection, alors on ne sait pas sur qui, encore, on va voir. Donc on va métiver, ça va être introduit une baraïta, un texte tanaïtique. Objection sur deux des quatre, on a deux contre deux ici, sur deux des quatre protagonistes, il va y avoir une objection à partir de la braïta suivante. Donc, qu'est-ce qu'elle dit la braïta? Donc, c'est une braïta qui est assez longue. Klal Gadol Amrou Beshabbat. Ça, on connaît déjà. Donc, c'est une braïta qui est parallèle à notre Mishnah. Klal Gadol Amrou Beshabbat. Nos maîtres ont donné une grande règle à propos du Shabbat. 2 points. Kol HaShocheach Ikar Shabbat. Ve'asa melachot arbe, ve'shabbatot arbe, eno chayav ela achat. Donc c'est exactement les mots de notre Mishnah. Quiconque a oublié le principe même du Shabbat, c'est-à-dire il ne sait même pas que le Shabbat existe dans la Torah, il a oublié, plus exactement. Ve'asa melachot arbe, et de ce fait, il a accompli de nombreux travaux, ve'shabbatot arbe, sur de nombreux Shabbatot. Eno chayav ela achat, le jour où il découvre ses erreurs, il n'est passible en tout et pour tout que d'un seul sacrifice expiatoire. Jusque-là, on n'a rien appris, c'est exactement notre Mishnah. Mais la Braïta poursuit et dit Ketzad. Comment cela? C'est-à-dire, quel est le cas? Tinok shenishba le ben anochim. C'est le cas d'un enfant qui a été capturé au milieu des non-juifs, Veger Shenit Gayer Ben Anochim, ou d'un prosélyte qui s'est converti parmi les gens non-juifs, Ve'asa Melachot Arbe, Ve'Shabbatot Arbe, Eno Chayav Ela Chatat Achat. Il sera en Chayav en tout et pour tout que d'un seul korban. Donc on pourrait déjà stopper là. On a compris maintenant, l'objection elle est contre qui? Rabbi Yochanan et Resh Lakish, eux ils disaient que Tinok Shenishba il est pas tout. Et là il y a écrit qu'on est chayav. La Braïta elle a l'air de donner raison de manière absolument explicite à Rav et Shmuel contre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Mais donc on aurait pu s'arrêter là. Mais comme la Braïta n'est pas terminée, donc la Gemara ne coupe pas
ne tronque pas un texte analytique, elle nous le cite en entier. Donc la Braïta poursuit. Est-ce qu'il y avait un Rashi jusqu'à présent? Non, c'est normal. V'chayav al adam achat, v'ala chelev achat, v'ala vodazara achat. Et il va être aussi chayav, donc ce tinok chez Nishba, pour le sang qu'il aurait ingurgité, un korban, v'ala chelev, pour les graisses qu'il aurait ingurgité, il serait aussi chayav un seul korban. V'ala vodazara, et même s'il a pratiqué l'idolâtrie, il sera chayav un korban. Alors c'est quoi cette histoire-là? Pourquoi on parle tout d'un coup de ça? Regardons Rashi. V'chayav al adam she'achal kol yamav. C'est-à-dire, pour le sang qu'il aura mangé durant toute sa vie, puisqu'on parle de quelqu'un qui pendant des années a ignoré les lois de la Torah, et donc il les a transgressées sans le savoir, et qui finalement, vers la fin de sa vie, découvre toutes les fautes qu'il a faites. Alors il s'est rendu compte aussi qu'il n'y a pas que le Shabbat qu'il a transgressé. Il était amateur de sang, donc il a bu du sang tous les jours de sa vie. Alors maintenant, il se pose la question de savoir combien de korbanot il va offrir. Eh bien, pour le sang, achat, un korban suffira pour l'ensemble. De la même façon que pour les Shabbatot, un, pour le sang, un. V'chen al kol devar karet shebatorah. Et d'ailleurs, il en ira de même pour toute faute sanctionnée par la peine de karet dans la Torah. Qu'est-ce que Rashi veut rajouter ici? C'est que des exemples, c'est pas exhaustif. Bravo, parce que Rashi se pose la question, et on va voir après que Tosfot va se la poser aussi, qu'est-ce que c'est que cette histoire de Dam, Chelev, Avodazara? Pourquoi on parle de ces trois-là? Qu'est-ce qu'ils ont de spécial, ces trois-là? Alors Rashi nous dit, c'est pas juste cela. En réalité, c'est des exemples. Ces trois exemples, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ces trois exemples en commun, des interdits alimentaires, non pas alimentaires, puisque Avodazara c'est pas alimentaire, donc des interdits tout court, sanctionnés par la peine de karet s'ils sont faits bémézi. Et donc passibles d'un korban khatat s'ils ont été faits béchogé. Et donc là, on est venu nous dire, qu'est-ce qu'on est venu nous dire finalement? Que à part le Shabbat, pour chaque catégorie de faute, il faut rapporter un korban. C'est ça le chidouche en fait. Le chidouche, c'est pas pour le dam. Le chidouche, c'est pour dam, etc., etc. Autant de fautes sanctionnables par karet, il devra apporter pour toute sa vie un korban. Qu'est-ce qu'on aurait pu penser? On aurait pu penser que l'ensemble fait un tout et un korban pour tout. On aurait pu penser comme ça, puisque finalement il y a une erreur. Et là on est en train de dire, oui c'est vrai il y a une erreur, mais quand même chaque chapitre, chaque catégorie de péché amène quand même un korban. Donc un pour le dam, un pour le chelev, un pour la vodazara, etc., etc. Il y a combien de crédits? C'est 36? Je sais plus. Oui, c'est ce que dit la première Mishnah. Je crois que c'est 36. Oui, il me semble aussi. Est-ce que ça aurait été pareil s'ils avaient dit Helev, Dam, Helev, Avodazara, Ahat, où ils disent Ahat après chaque élément? Ça aurait le même sens? Ah ben non, là ça aurait été embêtant. S'il y avait écrit Dam, Chelev, Avodazara, Ahat, ça laisserait entendre que pour les trois, un seul. Et là on est en train de dire le contraire. Oui? C'est pas en facteur commun. C'est pas en facteur commun. On détaille bien. Donc voilà, on a expliqué, il y aura un Tosfot là-dessus. Alors maintenant la question qui se pose c'est, on a le choix, on va quand même terminer la Braïta d'abord, et ensuite on va peut-être arrêter la suite, le développement du métivé, pour voir le Tosfot sur ce Chayav al Adam Achat, puisqu'on est dessus. Donc comment elle continue la Braïta? Elle est pratiquement terminée. Ah non, elle n'est pas terminée, elle est encore très longue. Alors on était donc V'chayav al Adam Achat, v'ala chelev achat, v'ala vodazara achat, ou Munbaz poter. Et donc Munbaz, lui, il contredit tout ce qui a été dit dans cette Mishnah. Tout, poter pour tout.
Pas seulement Dam Chele Avodazara, mais même Shabbat. Tinok Shenishba, il est pas tout. Mais ensuite, ça continue. Et donc la Braïta n'est pas terminée. Et elle va développer, elle va nous dire que Mounbaz a donné son raisonnement et sa justification devant Rabbi Akiva pour avoir son aval. Et nous, on va mettre la pause là, à ce stade pour alors, est-ce qu'il y a un Rashi là-dessus? Je ne crois pas. Non. Et donc, on va faire le Tosfot V'chayav al Adam Achat. Pourquoi est-ce qu'on n'appelle pas Rav Mounbaz, on appelle que Mounbaz? À côté de Rabbi Akiva qui lui, on a mis Rabbi. Sans doute, en général, dans ces cas-là, il n'avait pas la smicha. Quand il y a comme ça un nom de maître sans rabbi signifiait qu'on avait une smicha complète. Et surtout en Eretz Israël, on était autorisé à faire les dîners Knassot. Donc il n'avait pas dû terminer ses examens. Il y en a d'autres. Hein. Il y en a d'autres comme ça, ouais. Avaï, on appelle qu'Avaï, on n'appelle pas Ravaï. Ça c'est dans le niveau des Amoraïm, ouais. Mais là au niveau des Tanaïm, on doit aussi Bar Kapara, je ne sais pas s'il est Amora ou Tana. Il y a comme ça des maîtres qu'on n'a pas eu la smicha. Alors regardez Tosfot, V'chayav al Adam Achat. Afalgav de Milta de Pshitaï, bien que ce soit une évidence, de Kol Mashe Achal Dam, Eno Chayav el Achat, c'est normal que, surtout le sang qu'il a pu manger durant sa vie, qui ne soit passible que d'un korban, Kivan she'en bedam chiluk isur, puisque dans le dam, on ne trouve pas des distinctions de catégories au sein de l'interdit de dam. Comme sheyesh be Shabbat, c'est pas comme Shabbat, chiluk melachot. Dans Shabbat, il y a au sein des lois du Shabbat, on peut établir des catégories de transgression, puisqu'il y a 39 melachot, il y a 39 catégories de transgression. Donc là, on peut se poser la question de combien de korbanot il va avoir. Mais le dam, il y a du dam, c'est tout. Il n'y a pas le dam ceci, le dam cela, donc il y a deux dames. On aurait pu imaginer à chaque fois qu'il doit apporter un korban pour chaque fois où il a mangé. Alors ça se dit que non, c'est pas le cas. V'chol adam nami, n'importe quel homme, même si c'est belot tinok shenishba, n'importe quelle personne, ce ne serait pas un tinok shenishba. A kol dam vedam eno chayav ela achat. Sous-entendu be'elem echad. Si on a vu ça déjà. S'il a consommé des quantités énormes de sang, mais toujours dans le même oubli, donc ça veut dire c'est le principe du shogeg. Quand il récidive, il refait une melacha, pas une melacha, un chet, le même chet plusieurs fois, sur la même sorte de faute, sur la même personne, ou sur la même personne qui récidive, qui fait la même faute identique, plusieurs fois, des centaines de fois, des milliers de fois, mais toujours dans le même oubli, quand il en prend conscience, c'est un korban. Donc Tosfot demande, c'est quoi qu'on est en train de dire Rashi nous a dit que sur tout le sang de sa vie, il en apportera un korban. Mais ça, c'est pas lié au tinok shenishba. N'importe quelle personne adulte et normalement constituée sera aussi chayav d'un seul korban. Donc qu'est-ce qu'il est le chidouche de la Braïta? Donc, kol adam nami belot tinok shenishba, a kol dam vedam eno chayav ela achat. Alors comment on comprend? Et là, Omer rit, le Rib dit, de maïre de afilu achalan bekama tamchouyi. Ici, il faut comprendre qu'on parle que le sang a été consommé à travers différents plats. De le Rabbi Yoshua le Kama d'Afayin Aleph, on verra plus loin qu'il y a un Tana qui s'appelle Rabbi Yoshua qui dit que Adam Echad, là il y a Acher, c'est l'erreur, Adam Echad Chayav al Kol Tamchoui Afilu Belem Echad. Donc il y a des cas où pour le sang, on peut être amené, si on est une personne normalement constituée, on peut être amené à apporter plusieurs fois, même si c'est dans le même oubli, si ça a été à travers différents plats de cuisson. Donc si c'est juste dans un verre, un verre et plusieurs verres, ça ne change rien. Mais si le sang a été mis dans des plats, on verra ça plus loin,
Alors là c'est vrai qu'en temps normal, on est chayav autant de korbanot que de plats. Et là, parce que c'est un tinok chez Nishba, il sera chayav que d'un. D'où ça justifiait par conséquent le fait d'avoir mentionné le dam. C'est ce qu'il dit Tosfot. Donc, un homme normal, Adam Echad, chayav al kol tamchou yafilu belem echad, ou betinok chez Nishba, eno chayav ela echad. Arcaché le Rashba. Mais maintenant, il y a un problème que soulève le Rashba. D'accord, pour dame, tu t'en es sorti. De maïs torirtu la shmoïlan ou le mitnev à la chelev echad. Et oui, alors tu m'as sauvé pour dame. Et qu'est-ce que tu vas dire pour chelev? Pourquoi on a dit maintenant chelev? Et pourquoi on a dit avodah zara? Eh bien, la réponse, nous l'avons vu dans Rashi. C'est pour ça maintenant nous comprenons que Rashi, regardez le Rashi, il est extraordinaire. Rashi a dit. Oui, il était Rashi. Chayav al adam, she'achal kol yamav achat. Donc là, il a l'air de dire qu'il y a un chidouche pour le dame, qu'il n'est chayav qu'un korban pour tout ce qu'il a mangé dans sa vie. Et là, effectivement, il y a le chidouche que Tosfot nous a dit, le tamchoui. Et après, Rashi dit, v'chen al kol dvar karet sheba Torah. Pourquoi on a dit pourquoi il a rajouté ça? Parce qu'on s'est demandé, mais pourquoi il y a écrit chelev et avodah zara? Et là, il y a un deuxième chidouche qui est qu'il devra apporter un korban par catégorie. Et donc, du coup, il y a la réponse à Tosfot. Sauf qu'il reste une question, pourquoi on a dit chelev et avodah zara? Alors que bon, il fallait comme quelques exemples. Il me semble qu'il y avait quelque chose dans... Attendez, c'était la question. Un exemple aurait suffi. Pourquoi pas ça? Donc, si on avait eu que dame, alors on aurait pensé qu'il y a un chidouche que sur dame. Alors Tosfot Arosh dit de l'otema kivan shenishba le ben agoyim al kol mitzvot lo yeh chayav ela achat. Qu'on aurait pu croire que sur l'ensemble on est chayav que un. Kamashma de chayav al kol mitzvah achat. Mais si on a dit dame aussi, donc déjà ça laisse entendre qu'on est chayav pour chacun séparément. Alors pourquoi on a pris chelev dam avodah zara? C'est des exemples. C'est comme on l'a vu dans Rashi. Et d'ailleurs la réponse du Tosfot Arosh, elle est écrite dans le Magineh Shlomo et dans le Pnei Yoshua également. Et maintenant la question est de savoir pourquoi on a pris chelev. C'était pas la peine. Pourquoi juste chelev? On peut s'arrêter avec ça. On peut dire bon, on a pris 3 exemples. Mais alors là, comme il est tard, on ne va pas le faire, je vais vous le dire. Rabbi Eliezer Moshe Horowitz rajoute une petite cerise sur le gâteau. Il dit pourquoi on a parlé du chelev spécifiquement. On aurait pu dame et avodah zara, ça aurait peut-être suffi. Bon, on aurait pu dire il en fallait 3, tu en prends 3. Il dit non, en fait le choix du chelev il n'est pas anodin. Parce qu'on aurait pu penser que tous les Issour et Achila sont considérés comme une catégorie. Et c'est pour ça qu'on a mis dame et chelev, ça ne sera que 1. Mais, non, le contraire. Je sais pas. Non, le contraire. Si on avait dit que dame et avodah zara, on aurait dit oui, dame et avodah zara, il faut un korban pour Shabbat, un korban pour dame, un korban pour avodah zara, parce que c'est des fautes différentes. Mais qu'est-ce qui va se passer si c'est dame et chelev? Dans la mesure où c'est des interdits alimentaires, peut-être que tous les interdits alimentaires sont regroupés en une seule catégorie. C'est pour ça qu'il fallait mettre aussi dame, chelev, même au sein des catégories alimentaires, on est chayav séparément. C'est pour ça qu'il fallait parler dame, chelev, avodah zara. Voilà. Mais ça aurait pu être un autre interdit alimentaire. Oui. Mais il n'y en a pas tellement qui sont sanctionnés par Karet. Il y a dame, chelev, après Chametz Apessa. C'est tout. Donc, Zetani Mishum de Dracha de Mounbaz. Ah non, alors il reste là. Non, lui, donc ça c'était donc la cerise du gâteau, c'était d'une part que le choix de chelev n'était pas anodin. Et alors maintenant lui aussi il va dire que le choix d'avodah zara n'est pas anodin non plus. On aurait pu s'arrêter là, mais lui il dit non, c'est aussi avec particularité qu'on a choisi avodah zara. Pourquoi? Parce qu'on va voir que la dracha de Mounbaz, elle est fondée sur la avodah zara.
et que les Rabbanan vont être en désaccord avec Mounbaz, même dans la Vodazara où il y a la dracha de Mounbaz. Donc vraiment, ça a été choisi à la lettre près, au détail près. Voilà où on en est resté aujourd'hui. Donc on a maintenant, au milieu de la Braïta qui sert de tchoufta contre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Et donc on verra, si Dieu veut, la semaine prochaine, la suite. Et donc je vous signale déjà que la semaine prochaine, on terminera le cours un peu plus tôt parce que j'ai une cérémonie vers 11h15. Rabbi Hanania ben Agadi.